tout de suite le live avec Ivan West Lawrence, ça va? Oui, ça va très bien. Bon, on se retrouve encore une fois après pas mal d'aventures, que ce soit février, non pas février, avril, le MAGS, le PAGS, le LGS, et puis là maintenant, le PHS, PAGS, Anime Game Show. Bon, ça se passe bien. Ça se passe bien, c'est la deuxième année pour moi. Oui. Donc je connais les lieux, donc je m'y sens bien. On t'a reçu, on t'a demandé de venir avec nous là, donc sur ce live, pour finalement parler peut-être d'autres choses, pour changer. Des 40 ans de Goldorak, donc oui, ça nous rajeunit pas déjà. Et non. La première apparition de Goldorak, c'est quand finalement? C'est en juillet 1978. Ouais. Voilà. Alors ce qui est particulier, c'est que c'est un programme qui n'était pas forcément prévu pour marcher, mais par contre, Antenne 2 à l'époque voulait voir si leur émission jeunesse allait marcher. Ils ont fait un essai finalement en plein été. Ils n'ont pas attendu la rentrée scolaire pour lancer Récréa 2. Et en juillet, ils ont sorti à la fois Goldorak et Candy. Et moi, je trouve ça assez intéressant parce que on a à la fois ce qu'on pourrait appeler en manga, d'un côté le shonen manga qui aurait pu être Goldorak avec donc shonen, c'est pour jeunes garçons, et de l'autre côté le shoujo manga, donc pour les jeunes filles avec Candy. Maintenant, rappelons qu'il s'agit là d'une série animée, donc non pas d'un manga. Il y a effectivement des mangas qui existent, qui ont été faits après. L'histoire de Goldorak est assez particulière puisqu'en fait nous on connaît Goldorak, on aime Goldorak, mais au Japon c'est juste le troisième épisode, c'est une troisième partie d'une trilogie qu'ils appellent la trilogie de Mazinger. Mazinger, ouais. Donc il y a eu Mazinger Z, il y a eu Great Mazinger, et Toei ayant eu beaucoup de succès avec ces séries-là, a demandé à Gonaga, il a comment dirais-je, secoué un petit peu en lui disant il faut encore une suite. Voilà. Et donc du coup Goldorak est une commande, là où Mazinger Z et Great Mazinger étaient des adaptations animées de manga de Gonagai. Donc c'est assez particulier. Grandaiza, c'est ça? Grandaiza, UFO Robo Grandaiza. C'est donc UFO, donc pour les ovnis. Justement que Goldorak, c'est pas Goldorak, c'est Grandaiza. Voilà, c'est Yuke Duke Fulid. Duke Fulid, c'est Duke Flid en fait, c'est le nom du héros, qui est donc nous on le connaît sous le nom d'Actarus. Là c'est le Duke Flid. Voilà. Et Tobe Grandaiza, Vol Grandizer. Voilà. Et sa particularité, c'est d'être dans une soucoupe volante. Et donc c'est un extraterrestre, donc rien à voir avec les Mazinger, où même les comment dirais-je, les ennemis étaient vraiment terriens, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, c'est quand même un savant fou qui remet en marche des machines d'une ancienne civilisation. Même Mazinger est inspiré d'anciennes civilisations mycéennes, comme ils disent, donc de la période, on va dire, de l'Atlantide, quoi. D'accord. Et même dans Great Mazinger, c'est des créatures qui étaient endormies, qui sont réveillées. Dans Ghetto Robo, c'est encore carrément, c'est des dinosaures qui ne s'étaient pas éteints, mais qui s'étaient réfugiés sous terre. Donc c'était vraiment c'était sur Terre, quoi. Voilà, c'était à rester des terriens. Là, c'est carrément des extraterrestres qui sont sur la Lune et viennent foutre le bordel de temps en temps parce que voilà, ils sont. Tu veux dire qu'en fait, les premières séries ont été reprises et repompées avec allégresse par l'Empire des 5. Un petit peu le concept. L'Empire des 5 c'est encore une autre histoire, mais bon. Super mal d'ailleurs. C'est surtout qu'entre-temps, le studio qui avait commencé la série a fermé ses portes. Et ils ont refait la série, ils l'ont rebooté. Baisse le micro si sature. Non? Donc ils ont rebooté la série. Ils ont rebooté la série, ils ont rajouté des mechas parce que c'était demandé, et voilà, ça se termine effectivement assez mal. Mais donc Goldorak en fait lance tout, donc c'est ça qui est important aussi, de se dire que ça fait 40 ans que l'animation japonaise n'est pas reconnue, mais a eu du succès et a mauvaise presse. C'est encore pire avec le Club Dorothée, mais là, dès 78, il y a eu un souci. C'est-à-dire ça n'empêche pas le succès. Les gens disent c'est pas bon. Auprès des enfants, moi j'avais 8 ans, donc j'étais parfaitement dans la cible. Ça a fonctionné, mais les parents, les grands-parents étaient outrés. Et c'est le début de la mauvaise image de l'animation japonaise qui jusque-là n'avait pas de problème. Il faut rappeler que quelques années auparavant, on avait eu le Roi Léo, on avait eu le Prince Saphir, mais ça c'est tellement occidentalisé
C'est tellement proche du style Disney qu'on ne peut pas deviner que ça vient du Japon. En même temps, c'est mieux. Hein, c'est mieux probablement de mettre un robot qui cartonne d'autres robots parce qu'il n'y a pas de sang. Tu vois, c'est plus. Et pourtant, si tu t'en rappelles, il y en a. Ah ben, il y en a un peu quand Nidargos meurt, quand. Il y a quand même des scènes un peu violentes et puis ça explose de partout. Ouais. Voilà. Mais même dans Candy, hein, c'est pas passé le fait qu'il y ait des personnages qui puissent mourir. Des parents ont été outrés de voir que je sais plus comment il s'appelait ce personnage, Anthony, je crois. Ou non, c'est pas. Dans Candy, il y a un personnage qui meurt et finalement la version française a été changée pour dire non, en fait, il est malade, il est à l'hôpital. Je sais pas, il y a une histoire comme ça. Voilà. Finalement, il meurt dans un accident de cheval. Un gars à lunettes dans Candy part à la guerre, Première Guerre mondiale, il devient aviateur, il meurt. En France. Bah ouais, mais en même temps, c'est montré dans certains bouquins, c'est montré dans des albums d'images, et ça n'a pas été montré à la télé. C'est les premières censures aussi. C'est les premiers, mais avec Rémi sans famille, on a moins de. C'est pas un problème parce que là, de toute façon, c'est inspiré d'une œuvre en plus française. D'accord. Mais bon, qui est déjà dure. Rude. C'est super rude hein, pour les revoir même aujourd'hui. Attention, hein, le gamin il est vendu pour 20 centimes, puis il y en a 20. C'est prêcher un converti, mais. C'est les chiens. L'autre il fait de la tôle. Rémi sans famille de toute façon a été diffusé après, donc. Et puis en plus c'était pas sur Antenne 2 si je m'en rappelle bien, c'était sur TF1. Donc il y a eu une habituation à ce genre de violence de toute façon. De violence qui finalement n'est pas si violente que ça. C'est juste que quand on veut faire la guerre. Quand on veut montrer la guerre dans un manga, dans un animé, dans un dessin animé, c'est comme ça. Enfin, ça fait partie. Oui, mais enfin à l'époque en France, il n'était pas question de montrer quoi que ce soit de la sorte. Tout ce qui était dessin animé, c'était supposé être pour enfants, et on considère que l'enfant déjà à l'époque est une petite créature fragile qui ne doit rien apprendre de la vie, ce qui est complètement ridicule. Et moi, du haut de mes 8 ans, j'étais ravi de voir des programmes de la sorte élever le niveau, élever le débat. Avant mes 10 ans, je détestais qu'on me traite comme un gamin. Même maintenant, dans la tête des gens, les gamins, avant d'arriver à 13-14 ans, il faut qu'ils soient dans leur petite bulle, il faut qu'ils soient protégés, il faut pas qu'ils sachent ceci, qu'ils voient pas cela. C'est du n'importe quoi. Mais encore une fois, ce qui est important de noter, c'est que Goldorak est aussi symptomatique de ce qui s'est passé régulièrement en France jusqu'à Pokémon, à savoir que tous les succès de l'animation japonaise avant Pokémon, c'était des hasards complets. C'était pas voulu et c'était passé sur quelques chaînes que ce soit uniquement parce que c'était pas cher. Les succès de ces séries-là n'ont jamais été voulus par qui que ce soit, et les succès qu'il y a eu sont des hasards complets. Ça a ensuite été exploité avec des produits dérivés, avec surtout des 33 tours et des 45 tours. Certains génériques étaient même modifiés, je pense à Noam. Tout le monde est persuadé que le vrai générique de Goldorak c'est Noam, c'est faux. Ils avaient sorti ce truc-là en 45 tours uniquement, entre guillemets, pour faire de l'argent. C'est le début de Raïm Saban, mine de rien. Saban avec Saban International qu'on connaît maintenant pour Power Rangers. Mais à l'époque, il faisait des génériques, il faisait des musiques. Il a fait les musiques des Cités d'Or. Voilà. Le début de sa carrière, le début de son succès, c'est en France. Et en fait, c'est l'exemple français qu'il a appris avec aussi bien la DIC, donc la boîte de Jean Chalopin, que René Bruno-Huchez avec IDDH, qui l'ont certainement inspiré pour lancer des trucs aux États-Unis, et ça a donné Power Rangers. Donc finalement, l'école française de succès qui n'était pas voulue, qui n'était pas programmée, a inspiré Saban pour des choses qui finalement étaient non seulement formatées, mais qui du coup ont marché. C'est complètement dingue. À un tel point qu'il était persuadé de tenir la poule aux œufs d'or, alors que il a raté, lui-même était très déçu, il a raté complètement le coche pour Pokémon. Il a essayé de se rattraper avec Digimon. En faisant de la merde, hein, comme d'habitude. Mais voilà. Donc en fait, c'est vraiment le début de tout. De l'image de l'animation japonaise, de l'image du robot japonais, du succès de l'animation japonaise en France. Donc ça fait 40 ans que ça dure. Et ça n'a certainement pas débuté ni avec le Club Dorothée. Non. Avec Recrea 2 à la limite, oui. Recrea 2. Mais où il y avait Dorothée, donc. Mais ça n'a certainement pas commencé avec TF1. Fabrice, hein
Avec Fabrice. Fabrice, c'est qui? Il y avait Fabrice dans Récréa 2 au tout début. C'était pas Dorothée au début, c'était Fabrice. L'animateur de Interville qu'on a sur TF1, c'est Fabrice avec deux marionnettes. Il y avait Toucan et il y avait deux marionnettes avec lui. C'est possible, mais j'ai aucun souvenir à ce niveau-là. Ce qui m'intéressait, c'était uniquement et Belle, je crois. Belle, bon. À la limite, les programmes de Christophe Izard m'avaient beaucoup plus marqué. Mais c'est parce qu'il y avait quand même entre autres, quand ça s'appelait déjà Mercredi quelque chose là, et les visiteurs du mercredi, les visiteurs de Noël. Voilà, c'était des émissions qui étaient très intéressantes et qui étaient surtout pas trop connes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à vraiment intéresser les enfants, en tout cas moi. Mais pour les enfants, Récréa 2, c'était vraiment autre chose. Voilà, c'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression que enfin il y avait des programmes qui s'adressaient à moi et voilà, et si les adultes comprenaient pas, je m'en fichais. Voilà, mais à partir de là, c'est clairement, que ce soit pour moi ou d'autres, hein, je pense que même Alexandre Astier serait d'accord avec moi. Il fait des références à Goldorak quand il peut, même à Star Wars. Donc voilà, il y a deux choses importantes qui sont arrivées pour, on va dire, les geeks d'hier, même si j'aime pas le terme geek. C'était clairement donc Star Wars et Goldorak. Voilà. Alors là, forcément, 40 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ça a bien vieilli, mal vieilli? Est-ce qu'on a... Alors pour moi, tout à fait objectivement parlant, sachant que j'avais très très peur de revoir la série et de revoir des épisodes, autant moi j'adorais Capitaine Flamme quand c'était sorti en 81 en France. Quand je l'ai revu, j'ai été très déçu, que ce soit au niveau du dessin, des techniques d'animation, du doublage. Mais j'adorais, hein, et j'adore toujours les musiques. En boucle, chaque fois qu'il y a de l'action, la chanson en français surtout. Mais ça, c'est pour avoir revu Goldorak et en plus l'avoir revu en version originale sous-titrée français, je la trouve vraiment excellente, et sincèrement, de la trilogie Mazinger, c'est celle qui techniquement est la meilleure. Et même je trouve qu'au niveau scénario, ça tient quand même franchement la route. C'est pas de la nostalgie là, hein, clairement pas. Pour moi, ça tient le haut du pavé, et par rapport à la production du studio Toei de l'époque, c'est quand même de la qualité. En plus, on a quand même des maîtres de l'animation qui se sont attaqués à cette série. Notamment en second lieu Shingo Araki, qu'on connaît surtout pour son travail notamment sur Ulysse 31, mais surtout les Chevaliers du Zodiac, et sinon avant ça, alors j'ai peur de dire des bêtises. C'est le succès d'ailleurs des Chevaliers du Zodiac, hein, cette fameuse animation avec les armures qui éclatent. Oui, bon, de toute façon ça c'est pareil, ça fait partie des séries où le manga d'origine est franchement moche, et puis la version animée est 1000 fois meilleure. C'est pareil pour Kimagure Range Road alias Max et compagnie, ou des petites choses comme ça, hein. Ou même City Hunter. Non, d'ailleurs City Hunter c'est le contraire. Mais bon, on dépasse le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, voilà, 40 ans de Goldorak, c'est important, c'est notre histoire, l'histoire de l'animation japonaise en France, les débuts, et le robot cornu, il est vraiment symbolique et iconique, et surtout c'est à nous. Voilà, et ça a eu du succès aussi en Espagne, ça a eu du succès en Italie, mais pas autant qu'en France. Donc Cocorico quelque part. Cocorico. Voilà. On va te remercier d'être venu sur le plateau. On nous fait signe qu'il y a une attaque de Vega. La lune est rouge, elle monte sur l'horizon. C'est Vega, pas des végans. Ah non, Vega. Ah, non, Vega n'a aucune chance. Les végans, par contre, voilà, j'ai mangé de la viande, alors j'ai un peu peur. Donc, on va te laisser aller battre le pavé pour te diriger vers ta seconde salle d'interview. D'accord. Et on te remercie d'être venu en live là avec nos Pags. On te réinvitra prochainement dans tous les cas. À très bientôt. Merci. Au plaisir. Et à demain pour la conférence sur les maquettes. On sera là. Bon, remerciant, à très vite. Ciao.